Toute dernière intervention de la journée, donc Emmanuel Vaudour, maître de conférence à Agro Paris Tech, qui va nous révéler des points nouveaux sur la caractérisation des sols par les images Sentinelle. Bon, bonjour à tous ceux qui sont présents, qui sont restés là en tout cas. Et merci d'abord à la chaire Agrotique de m'avoir convié à cette présentation. Voilà, donc je viens vous présenter un travail qui est en cours, en cours de développement du fait du caractère récent des images Sentinelle, de la disponibilité récente de ces images. Donc en introduction, j'évoquerai les acquis antérieurs de la télédétection des sols. On ne part pas de zéro, on ne part pas de rien, on a des acquis très longs. Ensuite, j'évoquerai les atouts possibles de l'utilisation des images Sentinelle. Et puis, je développerai les résultats en fait, récents de caractérisation des sols, essentiellement via Sentinelle-2 et ou Sentinelle-1. Voilà, donc les acquis antérieurs sont nombreux, au moins depuis les années 1970, et avec l'avènement des satellites à usage civil dans divers pays, notamment les États-Unis et la France. On a des travaux marquants sur la télédétection des sols, et je n'ai pas du tout dans cette liste donné la liste exhaustive des auteurs principaux. Je me suis arrêtée à 2006. Alors, quand on fait la télédétection des sols, en fait, on va travailler sur des états de surface de sol, puisque en fait, la longueur d'onde, la profondeur de pénétration du sol va être de l'ordre de la longueur d'onde. Donc, en fait, on est vraiment sur l'extrême surface du sol. Et là, vous avez une vue de la diversité d'états de surface qui ont été échantillonnés, par exemple, dans la plaine de Versailles, et qui vous montre une diversité liée à différents facteurs, notamment les opérations culturales. Alors on va essentiellement travailler dans le domaine optique, c'est-à-dire avec la grandeur de réflectance, et vous voyez ici une illustration de la prise de mesure de réflectance sur le terrain avec un spectroradiométre. Donc là, cette réflectance, en fait, elle est influencée par des propriétés qu'on peut qualifier de statiques ou de pérennes du sol, qui vont être la teneur en carbone organique du sol, matière organique, le calcaire, la teneur en fer, l'argile et la pierrosité. Et elle va être aussi influencée par des propriétés qui sont des propriétés dynamiques, qui varient à des échelles temporelles, hebdomadaires, journalières, voire horaires, qui sont la rugosité, les états de battance, en particulier pour certains sols, et l'humidité, ainsi que la couverture végétale, la présence de résidus de culture, de résidus organiques en surface, et entre guillemets aussi, entre parenthèses aussi, éventuellement la pierrosité peut être modifiée par les opérations culturales. Alors par exemple, vous avez ici des courbes de réflectance qui ont été prises dans le visible proche infrarouge et qui montrent la réactivité, la sensibilité de la réflectance à des teneurs en carbone organique qui sont faibles et qu'on peut rencontrer dans la région de la Bosse, comme c'est le cas ici. Vous avez ici la réflectance, donc en haut, les courbes du haut correspondent à des teneurs en carbone organique de l'ordre de 10 grammes par kilogramme, ça correspond à peu près à 1,7% de matière organique, et les courbes les courbes en bas, en fait, correspondent à des teneurs qui ne sont pas si différentes, qui sont de 2,4% de matière organique. Donc on a une très forte sensibilité à certains constituants qui sont spectralement influents. Et donc on va pouvoir directement, on peut envisager une approche qui est la suivante, c'est celle de considérer les sols nus directement et de produire des approches quantitatives avec un modèle spectral qui va être fondé sur des mesures de terrain qu'on va devoir collecter et qui va permettre d'estimer des propriétés de sol en surface. Alors, dans le détail, on va collecter des spectres de réflectance sur le terrain, on va prélever les sols, on va faire des analyses chimiques de référence et on va construire des modèles qui vont être des modèles de régression multiple ou de régression multiple des moines carrés partiels ou PLSR. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait typiquement en chimiométrie.
Alors on peut le faire avec des différentes images et on peut avoir des spectres qui peuvent être soit des spectres continus à partir d'images hyperspectrales qui vont être typiquement des images aéroportées par exemple, ou alors des spectres discrets qui peuvent être en particulier issus d'imagerie satellitaire multispectrale comme c'est le cas pour Sentinelle. Alors pour ça, en fait, il faut collecter des données. Et là, par exemple, pour la plaine de Versailles, nous avons, là vous avez un aperçu des sites qui ont fait l'objet de collecte d'échantillons de sol en surface avec à une profondeur de 8 cm et qui ont fait l'objet d'analyses de sol, pour lesquelles on dispose d'analyses de sol et on peut construire des modèles. Alors, on a pu échantillonner, par exemple, les teneurs en carbone organique. Avec, ici, dans la plaine de Versailles, en fait, on a une amplitude des valeurs qui est très importante, entre 6 et 36 grammes par kilogramme. Donc, ça fait à peu près entre 1 et 6% de matière organique. Et ça, c'est très favorable aussi pour la construction de ces modèles et pour la performance des modèles, d'avoir une variation observée qui est importante dans le jeu de données. Alors on a pu comparer les précisions attendues, les erreurs types sur la prédiction à partir de différentes méthodes, de différentes approches, du niveau laboratoire, qu'il s'agisse du niveau laboratoire avec des spectres de réflectance en laboratoire, au niveau image et à différents niveaux d'organisation, qu'il s'agisse de la parcelle ou du niveau régional. Donc là, ici, vous avez un aperçu d'estimations qui sont dérivées d'images hyperspectrales de très haute résolution spatiale. Vous voyez en fait des variations intraparcellaires très marquées de cette grandeur qui est la teneur en carbone organique. Alors il est évident que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour ce qui est de l'imagerie de télédétection, on s'attend à avoir la précision la meilleure, l'erreur la moindre, à partir d'images hyperspectrales, aéroportées en particulier. Et ça a été également étudié, par exemple, par Cécile Gomez de l'IRD dans le cadre méditerranéen de la vallée de la Peine. Alors, on peut caractériser les sols aussi avec d'autres approches qui vont être également des approches directes, mais plutôt qualitatives, faire l'objet de classification d'images avec des observations de terrain ancillaires. Et on peut aussi dériver d'autres informations très importantes sur les sols qui vont être des opérations culturales, ou les types de sols. Bon, ça, je n'en parlerai pas dans cette présentation, simplement c'est pour rappel. Et on peut également dériver des propriétés de sol, soit en surface, soit en profondeur, avec des modèles qui sont des modèles plus complexes de statistiques spatiales qui vont intégrer différentes couches d'informations spatiales. Donc ça aussi, ça ne sera pas le cas de cette présentation. De la même façon, on peut également dériver d'informations sur les sols indirectement à partir du couvert végétal, avec des approches soit quantitatives ou qualitatives, et en particulier pour le quantitatif, en inversant des modèles de culture. Donc ça aussi, ça permet de dériver des modèles, éventuellement une réserve utile. Donc il y a des travaux qui sont en cours d'élaboration, en cours de valorisation sur ce thème. Donc je vais aborder maintenant les atouts des images sentinelles pour les sols. Donc il s'agit bien évidemment de la richesse spectrale et surtout du fait que les images sentinelles ont dit, parmi les 13 bandes spectrales, il y a 10 bandes spectrales de résolution 10 ou 20 mètres, dont certaines recouvrent des spectres d'absorption spécifiques des constituants des sols. Et donc c'est tout à fait intéressant, par exemple, la bande B12 qui recouvre l'absorption de l'argile. La résolution spatiale est correcte et tout à fait intéressante pour les systèmes de grande culture. On va avoir en fait, même si on a évoqué l'idée que les images sentinelles, il y a eu quand même en 2017, pas toujours des images si nombreuses que ça en Mars, on a quand même une information inédite sur les variations temporelles, les états de surface. On va avoir en fait une base de données temporelle qui s'annonce très intéressante pour explorer les relations, l'explication des comportements spectraux des sols. Et en particulier, on s'attend à pouvoir augmenter la surface vue des sols nus. Et de la même façon, on espère, en couplant Sentinelle-2 et Sentinelle-1, Sentinelle-2, Sentinelle-1, en faisant ce couplage radar-optique, on s'attend aussi à avoir des aspects très positifs. Donc il y a des projets en cours et des projets futurs qui sont dans les rangs.
et qui vont se poursuivre, on l'espère. Donc là, par exemple, pour le couplage radar optique, on a déjà des travaux antérieurs qui ont ici été faits en collaboration avec Nicolas Bagdadi, UMR Tétis, qui ont montré que le couplage entre SPOT et Hasard Envisat pour une seule date permettait de précisément prédire les opérations culturales, de bien séparer les types d'opérations culturales. Ça, c'était pour une date. Alors maintenant, je vais passer à l'estimation des propriétés de sol à partir de Sentinelle, donc tout au moins là où on en est à ce jour. Donc c'est des travaux qui ont été faits dans le cadre qui ont été faits dans le cadre de projet Tosca essentiellement, qui ont été soutenus par le CNES, et ainsi que dans le cadre du Centre d'expertise scientifique de cartographie numérique des sols de TEIA. Et en particulier, on a commencé à travailler avec une seule image pour deux territoires très contrastés. Un territoire de grande culture, la plaine de Versailles, avec des sols qui sont en particulier des luvisols de l'Eus. Et donc ce travail a été fait en collaboration avec l'UMR LISA et les collègues donc Cécile Gomez et Philippe Lagacherie de l'UMR LISA. Et donc on a le jeu de données de la vallée de la Peine avec des sols méditerranéens, donc des calcosols de Molase, des fertial-sols éluviques. On a pu comparer à peu près à une date équivalente, à quelques jours près, prise à quelques jours près, les performances qu'on était susceptibles d'obtenir pour des modèles spectraux, PLSR, validation croisée, à partir de dimensions spectrales. Donc, sans aller dans le détail des résultats, on a des groupes de performance qui sont tirés de la littérature, des standards de la littérature de chimiométrie. Et en fait, on a pu obtenir des groupes de performance intermédiaires à élevés pour certaines propriétés, en particulier dans la plaine de Versailles, pour la teneur en carbone organique, le pH, la capacité d'échange cationique, le calcaire, et des performances quasi intermédiaires pour l'argile dans les deux territoires, et quasi intermédiaires pour le fer et la capacité d'échange cationique dans la vallée de la Peine. Bon, il y a des performances médiocres pour d'autres propriétés, qui sont le limon, le sable, les teneurs en limon et sable. Et les variables évoquées pour la plaine de Versailles ne marchent pas toujours dans le cadre viticole. Donc je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi et de discuter ces choses-là. Donc je vais passer je vous montre en fait les différentes cartes qui ont été obtenues pour les meilleures variables prédites. Et simplement, vous pouvez constater que pour la plaine de Versailles, évidemment, on ne peut pas avoir... Bon, déjà, en fait, la zone grise comprend toutes les zones qui sont non agricoles ou agricoles végétalisées. Et on a très peu, finalement, de surface en sol nu à cette date. Voilà. Donc ça, c'est un problème. On en a beaucoup plus en proportion sur la vallée en agroécosystème viticole pour la vallée de la Peine. Donc ça, c'est un constat donc, du coup, qui nous conduit à explorer la possibilité d'étudier plusieurs dates et la contribution de plusieurs dates. Alors donc, on a travaillé sur plusieurs dates en 2017 et comparé les performances. Et donc là, en fait, sans rentrer dans le détail non plus, on peut constater que les performances varient en fonction des dates et que certaines dates sont beaucoup plus favorables pour obtenir des performances. Là, on avait un jeu de données qui était plus important puisqu'on avait collecté encore plus de sites. Alors, on s'est interrogé sur la raison pour laquelle ça variait. Et une des raisons que l'on a pensé être la possible correspond à la rugosité. Et donc, on a également en parallèle utilisé les images Sentinelle-1 pour étudier la relation entre le signal radar et la rugosité qui est mesurée sur le terrain, qui a été mesurée ici avec une méthode photogrammétrique sur le terrain. Donc chaque point, en fait, c'est un couple valeur de signal radar, mesure HRMS sur le terrain. Donc on a une bonne relation et il est possible de prédire la rugosité, de la calibrer et de la valider pour la plaine de Versailles, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Et donc, à partir de là, en fait, on a séparé le jeu de données, le jeu de données optique en deux grandes catégories, les classes de rugosité faible et rugosité élevée. Et on a pu constater, en fait, que les modèles étaient bien plus performants, avec une performance intermédiaire à élevée, pour les rugosités faibles. Donc, ce à quoi on pouvait s'attendre, puisqu'il y a des effets directionnels moindres. En fait, une des raisons majeures pour laquelle cette date la date particulière
Les dates varient, en fait, c'est en particulier lié au niveau de rugosité et aux travaux, aux opérations culturelles de printemps en particulier. Donc je termine cet exposé en insistant sur le fait qu'en fait, qu'il s'agit là de travaux qui sont des travaux en cours, qui sont en cours de valorisation, qui sont également en cours d'approfondissement, avec des nouveaux projets qui vont porter sur des territoires très contrastés, différents, notamment en grande culture. On va aussi s'intéresser aux multidates qu'on n'a pas forcément exploré encore suffisamment. Ainsi, et là on a un travail en cours, un stage de M2 en cours sur la possibilité d'utiliser le mosaïquage pour accroître la surface prédite. On voit qu'il y a une complémentarité entre S1 et S2 pour ce type d'approche, et en particulier pour extraire les facteurs perturbants tels que la rugosité. Une autre perspective, c'est l'intégration des données sentinelles dans une démarche de cartographie numérique des sols, de statistique spatiale, qui fait l'objet de travaux récents. Voilà, je vous remercie pour vos attentions. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup.